David, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, ce matin. Alors, pour présenter David Robert, il nous a été présenté par Margaret Johnson-Clark, qui m'a fait la gentillesse de cette introduction. Merci du cadeau. David, David, tu étais le président d'une très belle association, directeur de Tsinga, et aujourd'hui, du coup, tu es le directeur maintenant d'une association J'accueille. On va le voir, J'accueille, c'est une très belle association qui vient en aide aux nouveaux arrivants. Je sais que tu ne veux pas qu'on parle de migrants, mais nouveaux arrivants, tu m'expliqueras plus tard. Mais avant de commencer à expliquer un peu l'histoire de J'accueille, j'aimerais que tu me racontes un petit peu ce matin, quel a été ton déclic? Parce que pour le coup, avant d'être engagé, tu étais un citoyen comme nous, et tu es passé à l'action. Raconte-nous l'histoire. Bonjour. Je ne crois pas vraiment au déclic. Là, il y a le panique dans son regard parce que c'est pas ce qui était prévu dans le déroulé. Je pense qu'il y a un moment de sensibilisation, et ensuite il y a une intuition qu'on suit, et puis après il y a juste la confirmation qu'on a, ou les compétences ou l'état d'esprit dans lequel on s'épanouit. Premier, on va dire intuition. J'ai travaillé longtemps pour un groupe de presse que vous connaissez, je pense, qui s'appelle SoPresse, et je travaillais pour le plus intellectuel des magazines de SoPresse, qui était SoFoot. Et j'ai couvert la construction des stades au Brésil en 2014. C'est un peu le moment du désamour du foot pour moi. Où on va voir des stades au milieu de l'Amazonie, au milieu d'endroits où il n'y a absolument aucune raison de construire des stades, et où je discute avec des ouvriers haïtiens sans papier, qui ont été généralement amenés là de force, on a confisqué leur passeport, etc. Et donc on a une belle démocratie avec tous les clichés qu'on imagine sur couvrir une Coupe du Monde pour SoFoot au Brésil. Franchement, après, on a plié le game, quoi. On peut rentrer, on peut changer de boulot. Donc, cette espèce d'amertume, alors que j'étais au moment d'un épanouissement maximal professionnel, c'est le fait de discuter avec ces ouvriers qui étaient là et de me dire, OK, moi, je vais rentrer en avion en France quand j'aurai fini ma mission. Et voilà. Donc, premier petit shoot d'adrénaline un peu désagréable sur la question de la migration. Ensuite, le déclic, pour moi, il est plus souvent formel. C'est parce qu'on est tous indignés par des tas de choses tout le temps. Mais en fait, le moment où on se dit, en fait, je peux faire ça. Parce on parlait de plafond de verre tout à l'heure, il y a aussi un côté, de toute façon, les activistes, c'est des fous hyper courageux, c'est des gens qui sont habités par quelque chose parce qu'ils ont ce besoin, et moi, je ne me sens pas dans cette catégorie. Voilà. J'étais un journaliste, j'écrivais 3 papiers par semaine, et puis je vivais très bien comme ça. On m'offrait souvent du champagne au vernissage, tout ça. Et en fait, j'ai eu un déclic formel quand j'ai rencontré la cofondatrice de Tsinga, Alice Barbe, qui, quand on arrive à la réunion d'information, nous dit levez-vous, fermez les yeux. Là, je me dis, je suis dans une secte, ça va être génial cette réunion. J'étais juste venu voir à quoi ressemblait l'assaut, j'en avais jamais entendu parler avant. On était à peu près un actif avec enfants, 20 étudiants, 20 retraités. Je me dis, je suis exactement à ma place, c'est parfait. Et là, elle dit, voilà, si je vous dis réfugié et que j'arrive à deviner à quoi vous pensez, vous vous rasseyez. Elle dit, gilet de sauvetage, Zodiac, fil de fer barbelé, attente à la préfecture, etc. Au bout de même pas 15 secondes, on ouvre les yeux, 39 personnes assises, une personne debout. Là, elle regarde, femme, 60 ans, petites lunettes, dit Chili, Salvador Allende, héros, démocratie. La meuf se rassoit. Et voilà, il y a 40 ans, un réfugié, c'était un héros de la démocratie qu'on était fiers d'avoir à sa table. Aujourd'hui, c'est un vilain arabe qui vient nous voler notre emploi. La Convention de Genève sur les réfugiés, elle n'a pas bougé d'une virgule. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez travailler avec nous les 10 prochaines années là-dessus. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je crois que je vais changer de boulot. Et je me suis engagé là-bas. Et le troisième déclic, c'est quelques mois après. Je bossais aussi au Journal des Arts, pour ceux qui connaissent, et donc je organisais un peu des visites dans les musées. Et je mettais un post sur le Facebook de Tsinga, parce qu'à l'époque, les jeunes utilisaient Facebook, c'était il y a assez longtemps maintenant. Et donc je mets un post Facebook sur je vais au Louvre, comme j'y allais à peu près 3 fois par semaine pour mon boulot, qui veut venir avec moi. Et là, je me retrouve aux Antiquités orientales avec 15 personnes d'origine syrienne ou irakienne. Il y a peut-être un lien entre l'objet de la visite et la provenance des personnes. On le découvrira plus tard. Et donc on fait cette visite, et il y a une personne qui, un peu timide comme ça, commence à prendre la parole, et elle nous dit, là, Gilgamesh, cette divinité qui est assez connue pour ceux qui connaissent les Antiquités orientales, en fait, cette statue, elle a été trouvée à 15 km de chez moi, j'habitais près d'Alep, etc., on discute. Et puis de fil en aiguille, de façon assez timide, cette personne nous fait une petite heure de visite guidée. Et moi, visite guidée des Antiquités orientales du Louvre avec quelqu'un qui est né à peu près à 22 mètres de là où on a trouvé la statue de Gilgamesh, c'est assez impressionnant. Puis ensuite, on va boire un coup, jardin des Tuileries, il fait beau, c'est le printemps, tout ça. Et t'habites où? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et la question arrive sur lui, t'habites où? Il dit, ça dépend des soirs.
Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, hier, j'ai dormi là, au coin de la rue de Rivoli et de l'autre. Ok, donc je venais de prendre une visite guidée d'1 heure par un mec qui était à la rue, parce que le système dans lequel on vit n'était pas capable de lui fournir un logement décent. Alors évidemment, quand on pense à quelqu'un qui a, je dirais, tous les handicaps visibles et invisibles du monde, qui vit dans la rue, on arrive à vivre avec cette idée. Difficilement, mais on y arrive parfois. Et alors là, quand on fait une visite guidée d'1 heure dans un temple du savoir qui est le Louvre, par un mec qui vit dans la rue, on dit non, là, il y a un problème. C'était les vacances scolaires. Donc avec ma femme, on a dit, bah en fait, viens dormir 1 semaine à la maison, la chambre des enfants était libre. Un mec qui vous fait 1 heure de visite guidée sur les antiquités orientales, il n'y a pas l'once d'un problème de confiance. C'est-à-dire, c'est une personne à qui vous confieriez vos enfants du jour au lendemain. Déjà, qui sait qui est le Gilgamesh dans la salle? Voilà, donc je te confie mes enfants, je te confie 3. Voilà, il y a 3 personnes à qui je peux confier mes enfants dans cette salle. C'est quand même pas énorme finalement. Et donc il vient dans la chambre des enfants, il reste là 1 semaine, 10 jours. Les enfants rentrent, on dit bah désolé, mais ça va être quand même compliqué de continuer parce qu'on n'avait même pas de canapé lit. Bon voilà, après on a déménagé, on a acheté une maison pour avoir une chambre d'amis et se dire on va faire ça. Et puis entre-temps, j'ai cheminé chez Singa, puis je suis arrivé à la direction parce que, une fois encore, formellement, j'aimais bien cette idée que les cofondateurs disent à quelqu'un tu connais les parcours bénévoles, donc en fait, tu es cap de nous diriger. C'était un peu Procter & Gamble. Je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent Procter & Gamble dans la salle que Gilgamesh. Et donc c'est cette idée de se dire si on connaît vraiment les arcanes, la manière. Je me suis senti autorisé. Finalement, c'est une question d'inclusion aussi. Moi, je viens pas du tout d'un monde activiste et je me suis senti autorisé à me dire en fait, peut-être moi aussi, j'ai des trucs à raconter, j'ai des trucs à faire. David, moi je suis super impressionnée par ton parcours parce que, comme tu le dis, tu n'étais pas activiste à l'origine et tu as franchi ce pas. Déjà rien que le fait d'ouvrir ta porte, c'est déjà un grand pas que peu d'entre nous pourraient déjà franchir comme ça. Donc il faut le faire. Et ensuite, faire le cap finalement de dire, OK, moi maintenant je m'engage dans ce monde associatif et je prends part en tant qu'acteur, c'est très fort. Aujourd'hui, tu diriges du coup l'association J'accueille, qui vient du coup en aide aux nouveaux arrivants. Alors déjà, peut-être qu'on peut s'arrêter, parce que moi, quand on préparait, on faisait connaissance ensemble, tu m'as dit non, 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 arrête de parler de migrants, on parle de nouveaux arrivants. D'abord, pourquoi? Un migrant, c'est quelqu'un qui est en cours de migration. C'est quelqu'un qui a quitté son pays, de façon forcée ou pas. Mais en tout cas, un expat, s'il fait partie du monde des migrants. Mais ce que ça dit de la personne, c'est qu'elle est en train de bouger. Un nouvel arrivant, ça nous donne une information qui est plus intéressante. Ça veut dire que quelqu'un vient de se poser, il n'a pas encore les codes socioculturels de l'endroit où il est, voilà, il ne sait pas comment on fait pour envoyer un CV, draguer, etc. Et en fait, ce qui définit cette personne, c'est absolument pas le fait qu'elle vient d'ailleurs, c'est le fait qu'elle ne se sent pas encore chez elle. Et ça nous donne une information plus intéressante. Je pense que la première émission de radio que j'ai faite en arrivant chez Singa, qui a 6 ans, 7 ans, c'était sur Skyrock, une grande radio d'engagement politique assez connue. Et c'était un matinal de Skyrock. Et le mec de Skyrock dit alors moi, je trouve que ce que vous faites, c'est vachement bien. Ça me fait penser à quand on va à une soirée, qu'on est accoudé au mur, qu'on connaît personne à part la personne qui nous a invités, mais qui, elle, est accaparée par ses 60 autres invités. On a un verre de punch tiède à la main et on est comme ça. Et en fait, les nouveaux arrivants, c'est un peu tous des mecs avec un verre de punch tiède. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient leur dire « Et sinon, à part le punch tiède, qu'est-ce que t'aimes dans la vie et de quoi tu rêves ?» Ça marche pas. Et j'ai trouvé cette métaphore un peu tirée par les cheveux, mais pas tout à fait fausse non plus. C'est-à-dire que ce qui définit le mec qui a un verre de punch tiède, c'est pas vraiment d'où il vient, c'est pas vraiment les problèmes qu'il a eu dans la vie, c'est le fait qu'il connaît encore personne dans la teuf. Et j'ai trouvé que c'était voilà. Et depuis ce jour-là, je suis assez convaincu du fait qu'il faut dire nouvel arrivant plutôt que migrant. Et le glossaire super que vous avez réalisé aujourd'hui, il y a plein de termes qui montrent que voilà, il y a tout un narratif autour du terme de migrant qui est extrêmement négatif. Peut-être qu'un jour, il y aura un narratif négatif autour de nouvel arrivant, ou mieux, il y aura un narratif positif autour du terme de migrant. J'y crois un peu moins, mais... Et alors David, est-ce que tu peux nous raconter justement ce que fait J'accueille pour les fameux nouveaux arrivants? Le principe, c'est que vous avez une chambre d'amis, vous décidez de la mettre à disposition pendant quelques mois pour une personne en vulnérabilité. Nous, on travaille précisément avec les réfugiés statutaires, mais on pourrait parler avec plein de partenaires de Sorority Foundation pour les femmes victimes de violences et d'autres, etc. Et en fait, quand on met cette chambre d'amis à disposition de la personne, de façon gracieuse, on s'ouvre à, je dirais, une expérience interculturelle. Voilà. Et il y a quelques principes clés qui racontent en quoi le programme est assez léger pour les accueillants. Le premier, c'est qu'on dédouane l'accueillant de toute la partie administrative. C'est-à-dire qu'on est là pour accueillir quelqu'un, s'enrichir, apprendre l'arabe, aller courir le dimanche.
On n'est pas là pour faire les papiers, parce que ça, je connais personne qui aime, à part un travailleur social qui est payé pour ça, et encore des fois, il n'aime pas. La deuxième originalité, c'est que si vous êtes fan du Real, on évite de vous envoyer un fan du Barça. Dans les faits, il n'y a pas assez de monde sur liste d'attente côté accueillant pour pouvoir réaliser le matching à la Tinder sur des critères aussi précis. Dans les faits, on arrive quand même à faire en sorte que si quelqu'un est fan de musique, est fan de cuisine, on lui donne un cuisinier ou un musicien. Parce qu'en fait, c'est ça qui va créer des liens et qui va faire qu'on ne va pas être dans une logique d'assistance et d'hébergement, mais qu'on va être dans une logique d'apprentissage mutuel. On parlait d'apprentissage juste avant. Et l'horizontalité, elle est forte pour ça. Et puis le troisième élément, c'est que la personne, on lui offre un an de continuité. Donc si elle n'a pas de chance, elle a 4 familles de 3 mois. 3 mois, c'est le minimum. Et si elle a du bol, elle a une famille d'1 an à qui ça se passe bien. Et elle est suivie en revanche pendant toute l'année par le même travailleur social. Voilà un peu le principe du programme. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte d'outiller. Donc on forme les accueillis et les accueillants. On forme les accueillants en disant si la personne ne vous regarde pas dans les yeux, c'est pas un manque de respect, c'est juste que dans sa culture, en fait, c'est un peu différent. Puis on forme les personnes accueillies en disant si la personne rigole, c'est pas qu'elle se moque de vous, c'est l'humour français, c'est un peu compliqué, mais c'est parfois bienveillant, rarement, mais parfois. Et on fait tout ça, cette formation. Et puis à la fin, c'est un peu magique, évidemment. L'accueillant, quand on vous envoie le CV du beau-frère, du cousin de votre belle-mère, et vous dites est-ce que vous pourriez lui trouver un boulot, vous dites je ne me sens pas vraiment de garantir la probité professionnelle de cette personne. Si en revanche, pendant 6 mois, vous allez jouer au foot avec quelqu'un et que tous les week-ends, il est là à l'heure, il joue collectif, etc., un peu obsédé par le foot quand même, mais bon, vous pouvez en fait finalement attester de nombreuses qualités, de petits signaux faibles comme ça, d'affinité. Vous pouvez dire il est ponctuel, il est collectif, il est tout ça. Donc déjà, je peux donner son CV. Je te garantis rien sur la capacité technique. En revanche, c'est un mec bien, tu peux y aller. Et David, tu disais finalement c'est bien plus que juste donner un toit, c'est finalement donner un accueil, partager des codes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Moi, je pense souvent aux enfants. On a souvent parlé de digital native. Moi, j'aime bien penser qu'on est en train de fabriquer une génération de otherness natives. La première personne qu'on a accueillie à la maison, je suis en train de partir en roue libre. Allez, la première personne qu'on a accueillie à la maison, le hasard de la vie, après une traversée douloureuse de la Méditerranée, vous imaginez, fait qu'elle avait été accueillie par 3 bénévoles à côté de Digne, voilà, dans les Alpes du Sud. Et dans ces 3 bénévoles, il y avait une grande fan de Louis de Funès. Ça faisait 3 jours qu'il était à la maison et il me dit « Est-ce que je pourrais regarder un film avec Louis de Funès ?» Parce que quand même, ça me manque un peu. Il faut imaginer ce que c'est d'avoir un grand Soudanais méga baraqué qui imite Louis de Funès. C'est un moment absolument hors norme dans une vie. Je vous souhaite de pouvoir vivre ça. Et en fait, on regarde des films, tout ça, et puis un mec assez cinéphile. Et puis un soir, on avait épuisé un peu les films faciles à comprendre pour quelqu'un qui ne parle pas bien français, etc. Et on regarde sur Internet, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? Film familial. À l'époque, mon plus jeune fils avait 5 ans, plus un non francophone. Ça faisait finalement un filtre assez mince de films qu'on pouvait regarder tous ensemble avec un peu d'intérêt. Et puis on tombe sur... Il n'y a pas encore ce niveau de filtre dans l'intelligence artificielle, mais on va peut-être y arriver un jour. Et en fait, on tombe sur les choristes. On dit, jamais vu les choristes, on va regarder les choristes. Et on regarde le film, et puis au bout de 5 minutes, il y a mon grand-fils qui prend la télécommande, qui fait pause et qui dit « Elle est chelou, cette école ?» Il dit « Pourquoi elle est chelou ? C'était comme ça avant. » « Non, mais elle est chelou, il n'y a que des blancs. » Oui, c'était avant les vagues d'immigration d'après-guerre, d'Afrique noire, subsaharienne, d'Afrique du Nord, etc. Et avant, comment ça ? Comment ça ? Et ça m'a fait penser au bouquin de... Bref, je vais être court, mais en gros, la migration existe depuis que l'agriculteur est sédentaire et que l'éleveur est nomade. À un moment, il y a un mec qui se rencontre, et il y en a un qui dit si tu passes par là, peut-être ça ne détruit pas mes champs, mais en revanche, si tu me donnes un peu de lait, je peux aussi t'offrir le gîte et le couvert. Ça, c'est la migration bien gérée. Puis la migration mal gérée, c'est quand l'agriculteur et l'éleveur ne se sont pas mis d'accord. Ça, c'est quand on remonte très loin en arrière. Et ce qui me plaît dans cette anecdote du film Les choristes, je ne vais pas me mettre à chanter, c'est justement qu'il y a cette idée que, en fait, il faut vivre dans le monde dans lequel on est. Et on fabrique une génération un peu nouvelle pour lesquelles, en fait, l'absence d'inclusion, c'est ça qui est choquant. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Merci beaucoup, David, pour ton super témoignage qui, j'espère, vous inspirera, puisque tu montres que voilà, on peut franchir le pas, on peut s'engager. Donc, je répète, David Robert de l'association J'accueille. Merci beaucoup à toi.